Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour tout le monde, bon réveil, merci de nous accueillir chez vous. Bon début de semaine à tous. Nous sommes le lundi 25 janvier, comme tous les matins, bien le bonjour d'Algérie débarque chez vous. Alors au programme de cette matinale, les rubriques habituelles du lundi. Tout d'abord la rubrique littéraire avec notre amoureux des livres, Yazid Ait Mahieddine, qui continue avec la série consacrée aux œuvres du grand Mohamed Dib. Ce matin, un cap sur la poésie de ce grand auteur et poète algérien. Ahmed Gergassen, dans sa rubrique, nous parlera d'un martyr et savant. Il s'agit de l'Arbi Tbessi, un des plus illustres membres de la prestigieuse association des ulama musulmans. La science, il en sera également question ce matin avec les nouvelles technologies. Nous recevrons sur le plateau Moussa Mqaddem, un jeune porteur de projet qui nous parlera de sa start-up. Juste après, bien notre chroniqueuse à la main verte, Mali Moussaïd, nous parlera d'une plante d'intérieur au nom très évocateur. Les langues de belle-mère, oui, ça existe. Vous allez voir, ce sont des plantes très tenaces. Et bonnes nouvelles, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien. On croirait presque qu'elles sont faciles à vivre. Et puis, nous parlerons de tourisme vert et d'un gîte situé en plein cœur du parc national du Durdura. Son propriétaire Yassine Ait Hamouda nous fera rêver du haut de ce sommet qui culmine à plus de 1600 mètres d'altitude. Et puis je vous ai donc donc c'est fini, je vous ai donc résumé l'essentiel. J'allais rajouter une rubrique, voilà. Je vous ai résumé donc l'essentiel des thématiques qui seront abordées ce matin dans ce numéro, un numéro sponsorisé par Coral Peinture. Mais que serait votre bonjour sans les nouvelles du temps et sans Emel Laribi, la souriante Emel Laribi, qui est prête pour vous présenter le journal météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Amel Haribi, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Alors facile à vivre, hein? Oui, pas si évident que ça, mais bon. Pas si évident. Quand on sait s'y prendre, c'est facile. Exactement. C'est à vous. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, on aura de la brume sur pratiquement toutes les vallées, les hauts plateaux de l'ouest, le centre et l'est du pays. Puis le ciel deviendra passagèrement nuageux tout au long de la journée, mais dégagé un peu nuageux sur les régions de l'ouest, des vents assez forts sur pratiquement l'ensemble des régions côtières pouvant atteindre les 50 km/h. Et puis le ciel deviendra progressivement nuageux, mais en fin d'après-midi sur les côtes centre et est, accompagné de pluie, parfois sous forme d'averses orageuses, mais en soirée, qui sont localement assez marquées, mais en deuxième partie de nuit. La moitié sud, excepté quelques voiles vers le Bécharoua, le Nord Sahara et les oasis. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, le Gartassili et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, sont plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un minimum de 12 degrés du côté de Djelfa, 13 à Batna, 15 à Albiya, 19 Tizi Ouzou et Annaba, 20 degrés à Alger, 21 à Oran, 22 degrés à Tlemcen, au sud 23 du côté de Béchar, 20 degrés Biskra, 24 Gardaya, 25 Tamanrasset et Janet, 29 à Adra, 28 degrés à Salah et le maximum cette fois-ci à Tindouf, Bodj Bedi Mokhtar et Ngzem avec 30 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera très agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, des vents qui vont souffler entre 40 et 60 km/h sur les côtes ouest et centre, 40 à 50 km/h sur les côtes est de secteur ouest à nord-ouest à l'est et ouest à sud-ouest sur les côtes ouest et centre. Et comme toujours, on termine suite avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, on est lundi 25 janvier, le soleil se couchera vers 18h06. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci Amel, donc un temps relativement très doux. Très doux pour aujourd'hui. On est content. Ah oui. Pas vous? Pas moi, non. Non, pas mais il y aura de la pluie ce soir, donc ça va. D'accord, donc ça vous rassure. Très bien, on vous retrouvera justement pour le journal météo après les éditions de midi. Et 19h, rendez-vous pris. Et c'est Jorja Smith qui est de retour avec le très jazzy Kiss Me in the Morning, la reine de la soul British Music. Amorce donc doucement mais sûrement son retour sur le devant de la scène. En attendant l'arrivée d'un nouveau projet, eh bien, je vous laisse apprécier Kiss Me in the Morning. In the Morning de Jorja Smith. Drôle de choix, Yazid Ait Mahieddine. En ces temps de pandémie, il faut garder ses distances quand même. Yeah, I'm Yazid Ait Mahieddine, anchor of this morning show. Good. Yeah. On peut faire toute l'émission en anglais. Hein, Yeah, if you want, yeah. If I want? Yeah. Sure. Kiss your eyes.
Très bien. En tout cas, vous avez beaucoup de buée sur vos lunettes. Vous êtes tout Voilà, en rouge. bonjour. Bonjour, bonjour avant tout. Alors vous êtes venu nous parler ce matin du premier poème, en tout cas l'un des premiers, de Mohamed Dib qui s'intitule Vega. Vega. Alors déjà, pourquoi Vega? Vega, en fait, c'est le premier premier poème de Mohamed Dib. Il a participé dans une revue Forge de Emmanuel Robles et c'est un poème consacré à l'époque de la jeune poésie nord-africaine à l'époque. Absolument, donc comme Sénac, comme Mohamed Dib, Kateb Yassine, donc Mohamed Dib a contribué avec ce poème Vega dans la revue Forge, et c'est un poème dédié à la femme, et dédié à la lumière, et dédié à Nour. Merci. Light. Ah, c'est vous qui êtes tout illuminé en rouge aujourd'hui. Hein. Ah oui, donc ce roman, ce poème, parce que on a parlé beaucoup de romans, on a oublié que Mohamed Dib est tout d'abord un poète, puisqu'il a commencé par la poésie. Et Vega, donc, c'est l'étoile la plus proche du soleil. C'est la plus brillante aussi. Et Mohamed Dib a toujours fait appel à la mythologie grecque, parce qu'on trouve aussi Vega dans la mythologie grecque, puisque Vega fait partie de la constellation de la Lyre, et ça raconte un peu l'histoire du dieu Hermès qui fabrique, quand il était enfant, il fabrique une lyre à partir d'une carapace de tortue, et c'est une lyre à 7 cordes et chaque corde, elle a été destinée à une de ses sœurs. Et par la suite, la corde a été remise aussi à Apollon et à Zeus. Et Vega, donc, c'est un poème dédié à l'amour et dédié à la lumière. Et comme Vega, dans la mythologie, c'est aussi une référence à la parole, une référence à la lumière, une référence à la prophétie. Donc Mohamed Dib a fait appel à cet héritage gréco-romain qui est aussi notre héritage, parce que dans l'un de ces... Je pense que c'est un essai, Liza, où il parle de cette richesse de la terre algérienne, et que par rapport aux États-Unis, l'Algérie est un pays très très riche, et que finalement, quand on marche dans les villes algériennes, dans les campagnes, on parle aux divinités. C'est une terre riche de Dieu, parce qu'il y a quand on va dans les Aurès, à Timgad, à Djmila, à Tixirt, à Tipaza, et un peu partout. Et là, c'est une terre riche en héritage culturel. Et là, donc, il fait appel à cette référence. Et on voit que ce poème Vega, c'est un poème déjà très hermétique. C'est un poème structuré sur trois strophes. Et c'est un poème où il y a par exemple, au début, où il parle par exemple, ce rapport entre mon château si profond à mon amour et fort sans mur a donné au jour et amertume sur un terrain de supplice. Donc il y a toujours des antagonismes entre les entités inertes et les profonds sentiments. Donc, il s'est libéré un petit peu du lyrisme qui est un peu le fruit du romantisme, et il va vers le symbolisme. Il travaille les rationnels, parce que c'est surréaliste. Hein. Donc, absolument. Donc il est, comme disait l'un des poètes, Guilvik, donc, qui est un grand ami de Mohamed Dib,
il dit la poésie, c'est autre chose. Oui. C'est autre chose. Donc, et là, on retrouve cet aspect de l'irrationnel, et il essaye de le travailler parce qu'il compare aussi la poésie à un volcan et les vers à des larves. Et il a une description assez symbolique de Donc un la écrit poésie. allusif et plein de symboles symboliques aussi. Absolument. Donc un écrit qui date faut savoir, avant l'indépendance, donc en 1947. Oui, Déjà à 47, l'époque. il avait 26 ans. Oui. Donc c'est là qu'il a Tout jeune. commencé et puis il avait cet amour pour le Nord, pour l'étoile polaire. Donc c'est pas uniquement dans les années 80 qu'il a commencé à avoir cet amour pour le Nord et pour la Finlande, parce que quand on parle de Vega, c'est une planète la plus proche du Soleil, mais dans l'hémisphère nord. Donc ce rapport au nord, il était précoce en fait. Donc avant parce qu'il est parti dans les années 70 à Lahti, donc une ville finlandaise, où il a participé à la première rencontre des écrivains dans la région de Lahti. Et ce n'était pas en ce moment-là qu'il a eu cet amour pour le Nord, mais bien avant, puisqu'il a déjà intitulé son premier poème Vega. Et on trouve des symboles donc, liés à l'héritage et à la mythologie grecque. Par exemple, il parle de Vega, mais il parle aussi d'Exénéa, il parle aussi du pilier dorique. Pilier dorique aussi, donc, qui a un rapport donc, le pilier dorique, donc on le trouve aussi dans l'architecture grecque, oui. Et également le bronze lubrique, qui a un rapport au faste, un rapport un petit peu, une référence au plaisir de la vie. Et on trouve en fait toutes ces symboliques qui ont rapport à la lumière et qui ont rapport surtout à la femme. Alors Mohamed Dib se considérait bien plus comme un poète que comme romancier. Justement, la poésie est toujours présente dans ses écritures, même dans ses romans. Mais à quel moment l'aspect romanesque a pris le dessus sur la poésie? Je pense qu'il a été toujours poète. D'ailleurs, même dans la prose, il y a une prose poétique. Donc, oui. Et puis c'est dans la prose, c'est la poésie, c'est cette poésie qui donne à ces romans ce dynamisme et cette charge émotionnelle. Et ça, il travaille un peu l'innovation de Mohamed Dib, c'est que la poésie soutient la rhétorique, il soutient un peu les procédés rhétoriques. Il fait appel à la poésie pour essayer de voir l'invisible, parce que le travail du poète, c'est de voir l'invisible. Et en fait, j'ai choisi, comme je fais tout le temps, donc un petit passage de ce roman qu'on doit voir déjà. Donc je demande à notre chère réalisatrice. Coucou. Voilà. Donc on va voir un petit peu le passage poétique qu'on a choisi aujourd'hui. Alors oui, en attendant ce passage poétique, sur la quarantaine de ces livres publiés, le plus grand nombre porte la mention roman en couverture. Donc même s'il y avait de la poésie dans ces romans, l'aspect romanesque l'emportait toujours. L'emportait toujours, oui. Donc là, je mets 2 fois une seule fille, le bronze lubrique et la ville desséchée couvrent les arcs de triomphe, de douceur. Le duvet, la femme se détourne de l'olive amère. Donc la poésie, chacun comment il accueille un peu ce passage. Il y a un travail d'esthétique très... Oui. Il y a une aération, en fait. En fait, c'est vrai qu'il est hermétique et
c'est difficile un petit peu de le... Mais on le sent en fait. Il interpelle un peu nos sens et puis aussi il y a un travail d'esthétique sur le plan de la structure. Il est quand même une poésie qui est scindée sur trois strophes. On trouve par exemple dans le premier passage, il y a 4-2. Après, également, dans le deuxième passage, c'est 4-3. Et les rimes changent à chaque... Enfin, c'est une poésie libre. C'est une poésie libre. Il n'y a pas de rimes. Il y a des rimes, mais ensuite, il y a des rimes embrassées. Il y a une structure assez, il y a une rythmique aléatoire. Oui, c'est comme vous voulez, comme ça absolument. Et voilà. Donc. Moi, j'aimerais juste revenir sur l'écrit. Quelque part, cet écrit qui date de 1947, donc avant l'indépendance de l'Algérie, eh bien, c'est la preuve aussi de l'acharnement de nos élites à confirmer leur maîtrise de la langue française, qui leur a pourtant été pratiquement inaccessible à l'époque coloniale. D'où d'ailleurs, vous parliez de Kateb Yassine, la fameuse phrase de Kateb Yassine qui disait que le français est un butin de guerre. Enfin, Mohamed Dib n'a rien à envier aux autres écrivains français. Ils ont fait le même. Ils ont fait le même cursus. À l'époque, le cursus scolaire était le même dans le village le plus perché en Kabylie ou dans les Aurès que dans une école à Saint-Denis ou ailleurs. Donc c'était le même cursus et que Mohamed Dib a brillé par son intelligence, il avait une disponibilité pour acquérir les connaissances. Il était aussi un poète dans sa vie. Quand il était enfant, et puis il a fait beaucoup d'efforts. C'est quelqu'un qui a souffert, qui a fait tous les métiers. On le sent à travers ses écrits. Oui, il a fait tous les métiers. Il était comptable, il était dessinateur de tapis, en fait, du design de tapis. Il était traducteur pour les Alliés lors du débarquement américain. Il a été instituteur d'abord, donc toute la poésie classique française de Lamartine ou de Baudelaire est maîtrisée. C'est quelqu'un qui a ça dans le sang. Donc, et puis, il a une culture arabo-musulmane très forte. Donc, il avait cette personnalité berbère aussi qui était très très forte. Et puis, cette universalité, cette ouverture sur le monde. On peut parler des jours et des jours sur ça. Mohamed Dib, c'est un océan en fait. Donc, c'est pas pour rien que ces œuvres sont jusqu'à aujourd'hui étudiées, travaillées oui, c'est pour ça qu'on est en train de célébrer son centenaire. Malheureusement, il y a eu le Covid-19 et que le centenaire a été décalé. C'est même en 2021. Absolument. Donc tous les événements qui étaient prévus pour célébrer ce centenaire ont été un petit peu perturbés. Donc on a profité de cet instant Dib pour essayer avec nos faiblesses, avec notre vulnérabilité, de dire ce qu'on peut, de dire ce qu'on a appris. Peut-être on est faillible, mais bon, on essaye de... Et c'est pour cela que je vais lire la poésie de Dib. Donc je vais reprendre mes lunettes. Et Vega. Mon château si profond, ô mon amour est fort sans mur, donne jour et amertume sur un terrain de supplice. Étages très doux d'ennui, vos déserts d'horreur gardez-les, rayonnant toujours quartier d'or aux pâleurs d'esprit. Il n'est pas ombre que vous n'ayez songé dérisoire. Quand tu ne veux, elle se verra à jamais, être la ville partout légère. Cœur d'Exnéa, sur toi, faire d'immenses murs. Un seul pilier dorique sépare le vide et le poète. Mais deux fois une seule, file le bronze lubrique, et la ville desséchée couvre les arcs de triomphe de douceur.
Le duvet de la femme se détourne de l'olive amère. Été, ô mort que fut sous les vastes marines. Mensonge la clarté fuit en mât de la reine. Va, ô détresse, la reine sage me tue. Assurance de trop de mensonges on prépare. Ces flancs mauvais, la mer, les entrepôts de haine. Espérance qui est tristesse d'oriflamme. Visible de partout, fenêtre de désastre. Pleine ma misère est une étoile de sang. Merci Yazid Mehdi. En tout cas, vous lisiez ce poème avec beaucoup d'émotion. Oui, mieux que la dernière fois, je pense. On vous a même accompagné de musique. Ah oui, avec cette musique extra-acoustique et puis les illustrations de l'étoile Vega. Voilà. Et avant de partir, je pense que c'est une tradition maintenant. La carte postale du lundi matin. Voilà, la carte postale du lundi matin, c'est le Cardo Maximus, voie nord, sud menant à la mer, donc c'est à Tipaza. On reconnaît, oui. Voilà, Tipaza, Algérie. C'est accompagné donc d'un poème de Mohamed Dib et c'est envoyé à une personne qui aime la poésie de Mohamed Dib, j'espère. Voilà. Très joli, Voilà. paysage. On reconnaît bien Tipazé. Merci Yazid, merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce doux poème, ce doux et beau poème Vega de Mohamed Dib. On vous retrouvera lundi prochain, j'espère. Oui, lundi prochain. Donc on va chercher une autre musique. Oui. When you kiss me in the morning. Ce sera In the Night, là, cette fois-ci. Bouche unique, voilà. Je vous laisse apprécier ces belles images à présent avant de recevoir Ahmed Grgassine pour nous parler, rendre hommage au martyr l'Arbi Tbissi. On revient juste après. Ahmed Grgassine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Merci. Ouais. Merci d'être avec nous. Alors, vous rendez hommage ce matin au martyr révolutionnaire et réformiste algérien Arbi Tbissi. Exactement. Tbissi, je pense, parce qu'il est originaire de Tbissa. Exactement, c'est un surnom que que d'habitude dans nos gens, donc on a le Jazairi, on a Tbissi, on a le Mahrani, c'est tout à fait normal. C'est une appartenance. Oui. C'est une appartenance, c'est une identité dans la grande identité. Parce que s'il sort de l'Algérie, s'il va en Tunisie, il devient algérien. S'il va au Moyen-Orient, il devient le maghrébin. Oui. Mais en Algérie, donc on a tendance. Maintenant, si il va à Tbissa, ils vont dire que Nemouchi, parce Oui. qu'il appartient à la tribu. C'est une identité à l'intérieur qui se fractionne comme ça. C'est tout à fait normal. Et vous êtes là pour nous dire un peu plus à son sujet. Exactement. Donc l'Arbi Tbissi, comme vous venez de le dire, donc il a plusieurs casquettes. Bien sûr, c'est un alim, c'est un faqih. Il a été président de l'Ujnat al-Fitwa dans la Jamaïat al-Ulama. Il a été même président de Jamaïat al-Ulama, c'est le troisième président. Mais avant tout ça, donc, c'est un petit gosse qui est né dans un petit village à 120 km à peu près de Tbissa.
Son père était Hafid al-Qur'an, donc il était aussi Mu'allim Qur'an. Il a appris le Coran très jeune. Mais à l'âge de 8 ans, son père décède en 1903. Lui, il est né en 1895. Mais c'est toujours comme ça. C'est la femme, c'est la mère qui pousse l'enfant à étudier. Donc, il termine chez son père, il apprend le Coran. Puis, elle l'envoie dans la Zawiyat Khangat Sidi Naji. C'est là où il apprend. De là, en 1910, c'est le départ. Il va terminer ses études en Tunisie. Première étape, c'est la Zawiya de Sidi Mustafa Ben Azzouz à Nefta. Il fait ses études. Il termine, il passe quelques années. De là, il va à Zeytouna. Curieux qu'il était, ambitieux qu'il était, il va encore plus loin. Il décide d'aller à l'Azhar en Égypte. Donc, et c'est comme ça qu'il passe 17 ans dans ses études, Cheikh Al-Arbit Bissila Rahmou. Donc, il passe 17 ans à étudier l'Algérie, la Tunisie, puis l'Égypte. Après, il décide de revenir. En 1927, il revient. Il revient dans son petit village. Il commence à enseigner. Ben, il a beaucoup de... Pour à son tour transmettre ce qu'il a appris. Exactement. Donc, il commence à enseigner, il acquiert une certaine notoriété, bien sûr, vu sa formation, vu aussi son intelligence, vu ses capacités didactiques et pédagogiques. De là, les gens de Tbissa, qui est le plus grand centre à côté de son petit village, l'invitent à venir, donc il se déplace à Tbissa, et il occupe le poste de Moudarris, ou même, je pense qu'il était volontaire dans la grande mosquée de Tbissa. Il le fait quelques années, il a des problèmes, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le contexte colonial, donc il n'allait pas le laisser. Donc tous ceux qui allaient étudier en Orient, qui revenaient, ils étaient suspicieux aux yeux des autorités coloniales ici en Algérie. Donc ils étaient espionnés, ils étaient contrôlés, donc à la moindre petit soupçon de dérive, les sanctions tombent. Ouais. Donc il est chassé de la mosquée de Tbissa, il revient à son village, il commence à écrire, il envoie quelques articles dans les premiers journaux et revues de Cheikh Ben Badis à Constantine. Il commence à acquérir une certaine notoriété. Et Cheikh Abdelhamid Ben Badis lui suggère d'aller enseigner, donc se déplacer en Oranie. Donc il va faire la même chose, activer à Sig. Donc là aussi, il fait beaucoup de travail. Et puis en 1931, il est parmi les autres ulama pour la création du Jum'iyat al-Ulama, l'association des ulama algériens. Et donc, mais il n'y a pas que ça. Donc puis il devient secrétaire général de l'association. Il écrit des articles. Puis il devient aussi enseignant dans Mahad Ben Badis. Donc après l'arrêt de Jama' Sidi El-Khadar, l'arrêt de l'enseignement, il enseigne à Jama' Sidi El-Khadar avant, après le décès de Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Puis il devient directeur carrément de Mahad Ben Badis, qui préparait les étudiants algériens à aller terminer leurs études en Tunisie. Bien sûr, après le départ de Cheikh Al-Bashir Ibrahimi en Orient, au début des années 50, il devient le président intérimaire de l'association de ulama. Donc la révolution commence au moment où lui était responsable de Jum'iyat al-Ulama. Donc c'est une très grande responsabilité parce qu'il devait garder tant bien il pouvait donc le réseau d'écoles, parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour les enfants, les mosquées, la gestion de l'association. Il y avait aussi le mouvement national. Donc lui, il n'était pas allé donc à la marge du mouvement national. Donc il a participé aux manifestations du 8 mai 45. Il a été emprisonné plusieurs fois. Donc et il a pris position. Donc ils ont fait des délégations, ils ont fait des pétitions. Donc tout ça, c'est Cheikh Al-Arbit Bissi. Et donc, début de la Révolution, et puis le FLN demande à l'époque aux associations, aux partis politiques d'adhérer au FLN à titre individuel, bien sûr. Ils ne voulaient pas d'adhésion collective pour éviter de créer des groupes d'intérêt ou des lobbies à l'intérieur du FLN. C'est ce qui se fait. Donc, Cheikh Al-Arbit Bissi rallie le mouvement, puisqu'il faisait déjà partie quelque part. Donc, il rallie. Donc, toutes les associations sont dissoutes. Et puis vint la bataille d'Alger. Ouais. Lui, il était, donc déjà, il avait 60 ans quand la révolution a commencé. Lui, il est né en 1895, il avait 59 ans.
Donc on a 56, 57. Donc, et puis il y a une action qui commence, l'action psychologique des autorités françaises contre les Algériens commence. Donc ils cherchaient à faire exploser le FLN. Ils cherchaient à créer des interlocuteurs donc, garantis. Et ils cherchaient à brimer le peuple, à rabaisser les Algériens pour qu'ils n'aient plus cette volonté d'aller au-devant pour réacquérir leur liberté. Donc, il y avait toute une action psychologique qui se faisait. Donc, parmi les gens contactés, il y avait Cheikh Biot, bien sûr, il y avait plusieurs. Il y avait Cheikh Al-Arbit Bessi, il y avait aussi les politiques qui y avaient. Cheikh Al-Arbit Bessi, il est contacté pour négocier avec les autorités françaises. Donc, il leur dit, le seul et unique interlocuteur, c'est le FLN. Donc, adressez-vous au FLN. Ils essaient, donc, bon gré, mal gré, il est menacé, il est déplacé, il est mis sous résidence surveillée, mais bien sûr, il ne peut pas parce que la décision ne lui revient pas. Et un beau jour, un 4 avril, un jeudi 57 exactement, et donc il y a tout un bataillon qui arrive chez lui. Donc la porte était fermée. Apparemment, il vivait dans une école, Zanqtut, à Belcourt. Mais c'était son domicile. Exactement, il vivait dans l'école. Donc il casse la vitre d'une des classes, puis il monte. Et bien sûr, c'est des militaires qui arrivent parce qu'ils sont en tenue. C'était des civils déguisés en parachutistes. Ça, c'est faux parce que c'est ce qui est raconté par la suite. Ah, là, bon, c'était des militaires, on ne peut pas ramener tout un bataillon. Bien sûr, tout Alger était embrigadé dans la bataille d'Alger. Donc, bien sûr, à la fin, ils ne vont pas dire que c'est nous. Parce que ce qui s'est passé par la suite, c'est terrible ce qui s'est passé. C'est barbare ce qu'ils ont fait de Cheikh Al-Arbit Bessi. Parce que jusqu'à présent, c'est un alim sans sépulture. Vous vous imaginez. Et il n'a pas de. Il fait partie des 2100 martyrs portés disparus. Portés disparus. Pourquoi? Eh bien, ils n'ont aucune sépulture et aucun endroit d'enterrement. Voilà, donc sa famille n'a jamais fait son deuil parce qu'ils ne l'ont pas enterré. Donc ils rentrent, c'est des militaires qui arrivent, ils étaient en tenue militaire, ils rentrent, donc bien sûr, donc ils mettent tout dessus, ils remuent tout dans la maison, son fils est mis dans la cuisine, Amin, c'est lui déjà qui dépose plainte, donc ils le mettent dans la cuisine et il commence à chercher l'Arbit Bessi qui était déjà malade à 62 ans. Il était très malade, il était alité, mais bien sûr, ils ne vont pas l'épargner. Ils prennent Cheikh Al-Arbit Bessi, ils lui mettent même le pantalon de son fils. Et ils le prennent et c'était la dernière fois que sa famille le voit. Le lendemain, c'est son fils et sa mère. Donc sa mère était encore vivante. Imaginez la mère de Cheikh Al-Arbit Bessi, donc qui s'est sacrifiée par son fils. Imaginez, le père est mort en laissant son fils à l'âge de 8 ans. Donc il était tout petit. Donc elle s'est consacrée à ses enfants, donc à ce qui lui restait. Elle leur a sacrifié sa vie. À la fin, elle voit son fils à 62 ans, alim, tout fait, connu. Il disparaît comme ça, il s'évapore. Et bon, il y a plusieurs théories sur sa disparition. Apparemment, la plus plausible, c'est que, bien sûr, il a été pris par un bataillon de militaires. Et il commençait la gaillarde qui était chargée du questionnaire. Et à la fin, il a résisté. Et on dit apparemment, selon un des témoignages, il aurait été mis dans de l'huile brûlante. Donc, ils l'ont carrément dissous. Oui. Vous imaginez. Donc, pour vous dire, ça me rappelle un peu en 2011-2010, il y a un certain professeur d'université américain qui demande, donc il donnait une conférence au Brésil et il leur dit je pense que l'humanité devrait passer dorénavant à internationaliser la matière première. Donc, il parlait de la forêt d'Amazon. Et puis, l'un des étudiants brésiliens, il leur dit, oui, à condition d'internationaliser la pauvreté aussi. Exactement. Et là, maintenant, si on veut donc pacifier un peu, donc on devrait maintenant partager aussi la douleur. Donc exactement la douleur, les gens l'ont ressenti. Donc et ma douleur reste chez moi. Et la ressentent toujours. Exactement, bien sûr, c'est ça exactement. C'est ça le martyr de Cheikh Al-Arbit Bessi. Malheureusement, j'ai cherché, je pense qu'il y a eu donc des images qui ont défilé de Cheikh Al-Arbit Bessi. Donc il y a plusieurs images. Exactement, plusieurs images. Et il était. Mais j'ai pas trouvé par exemple de traces de lui.
j'ai pas trouvé sa calligraphie. Donc j'ai beau chercher sur le net, j'ai pas trouvé. Apparemment, il n'a pas laissé d'écrit, il n'a pas fait parce qu'il s'est consacré à l'enseignement. Mais je suis certain que ses élèves devraient avoir gardé aussi ses dictées, parce qu'il a enseigné. Donc, si on peut trouver les cahiers, les dictées... Il a enseigné la droiture et guidé grand et petit, et tous ceux qui, des fois, entre... Mais il y a aussi beaucoup de zones d'ombre sur sa vie. On ne sait pas chez qui il a étudié. On n'a pas les noms de ses enseignants. On a il n'y a pas assez d'écrits sur lui dans le détail. Donc, on a des écrits sommaires, comme quoi il a été un grand alim, un grand réformiste. Mais pour aller dans le détail, le nom des profs, ceux qui l'ont influencé le plus, ceux qui ont forgé sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, c'est un descendant d'El Shah. Donc, c'est une tribu très résistante dans l'histoire de l'Algérie. C'est tout à fait normal qu'il ait eu tout ce courage, parce qu'apparemment, il y a Ben Ramdan et Ben Youssef Ben Khadar qui lui ont demandé, suggéré, ou même envoyé même le passeport pour sortir de l'Algérie après le début de la Révolution. Il n'a pas accepté. Il leur a dit, si tout le monde part, qui va rester avec le peuple? Donc il était très conscient. Et aussi, il a étudié à Khenget Sidi Naji, il a étudié à Nefta, dans la Zawiya de Sidi Mustafa Ben Azzouz. Et les deux Zawiyas, c'est des Zawiyas Rahmaniya. Et on connaît très bien l'histoire des Rahmaniya avec la résistance en Algérie. Donc, ça pourrait donner des pistes de réflexion sur l'inspiration de Cheikh Al-Arbi Tbessi et la formation de son caractère et de son courage aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de consigner l'histoire, qui sera une référence pour les chercheurs, pour les jeunes, qui ont besoin de connaître leurs aïeux, leurs combattants et leurs ulama. Oui. On peut partager avec quelqu'un un passé, mais on ne peut pas écrire avec lui notre histoire, parce que l'histoire, elle est ressentie chacun à sa façon. Donc, on a fait ce plateau ensemble. Demain, vous allez écrire vos mémoires. Donc, voilà, j'ai animé, j'étais à Canal Algérie dans 20-30 ans. J'espère que vous le ferez. Donc, vous allez écrire vos mémoires. Moi, je vais écrire les miennes aussi. Mais on ne va pas écrire nos mémoires ensemble. C'est pas logique, c'est pas normal. Donc, on n'a jamais vu, par exemple, le Japon écrire son histoire avec les guerres qu'il a eues avec la Chine et écrire une histoire commune. Donc, chacun ressent la guerre à sa façon et chacun écrit son histoire à sa façon. C'est aussi pour l'Arbi Tbessi. Maintenant, on va pas frapper quelqu'un et lui enseigner comment pleurer. C'est pas normal. Merci Ahmed Guiliassi, merci pour cet hommage, un hommage rendu à l'Arbi Tbessi, grand alim. Merci, à lundi prochain, j'espère. Parlons de science toujours, plutôt maintenant de science, de nouvelles technologies, nouvelles qui attirent de plus en plus de jeunes, des jeunes qui regorgent d'idées et d'idées innovantes, et ils sont de plus en plus nombreux à se regrouper au niveau d'incubateurs ou d'accélérateurs, si vous voulez, de projets. Notre journaliste Bouchra Bouali en a visité un pour nous. Il s'agit de Cap Cowork, reportage. À 22 ans, Harizi Abdelfattah est un entrepreneur en herbe qui compte lancer sa propre start-up. Au stade de projet, il ne nous en dira pas davantage. Malgré son jeune âge, cet étudiant à HEC Alger est l'initiateur il y a plus d'1 an de Algeria Startup Challenge, un hackathon, sorte de concours très prisé par les jeunes talents novateurs. En fait, les hackathons, les compétitions partout dans le monde, c'est un lieu où on peut, c'est-à-dire repérer les meilleures idées, repérer les talents et donc pouvoir les initier au monde de l'entrepreneuriat, pouvoir les accompagner, leur apprendre comment développer un modèle économique et pitcher, c'est-à-dire son idée rapidement, bénéficier justement de ce que les incubateurs, les accélérateurs de start-up offrent en Algérie. Les idées les plus novatrices sont repérées et couvées jusqu'à maturation par les incubateurs, ces structures qui offrent aux jeunes start-upers formation, conseils et financement. Ça va simplement maîtriser l'anglais business international, à élaborer une plateforme avec des algorithmes. Ça va également à l'aide à l'entrepreneuriat pur, comment créer une société. Donc on a des formations dédiées à ça. À manager une société également, ou comment booster son image sur notamment les réseaux sociaux aujourd'hui. En tant qu'étudiant, donc diplômés ici, nous les start-upers, on n'a pas suffisamment de connaissances pour développer, élaborer une stratégie gagnante. Du coup, l'accompagnement par les experts qui sont toujours là à Cap Cowork est vraiment bénéfique pour nous. Un accompagnement qui a été également très bénéfique pour Cilia, la biologiste qui porte un projet en nutrition et diététique.
Je suis biologiste, donc je ne maîtrise pas la création d'entreprises, je ne maîtrise pas les outils de communication via les réseaux, etc. Et en venant ici, il y avait cette interaction qui m'a permis d'acquérir de la connaissance. Dans cet incubateur, qui est aussi un espace de coworking, les start-upers ont la possibilité de côtoyer experts et hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui misent gros sur l'entrepreneuriat innovant. C'est un peu, on va dire, permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir la possibilité d'avoir une adresse fiscale et un lieu de travail, un lieu de réunion convivial et de connexion et de rencontre d'autres entreprises qui peuvent faire, on va dire, qui peuvent être dans le réseau, qui peuvent se rendre service mutuellement, et ça à prix économique réduit. Quand il y a donc de l'innovation, c'est automatiquement pris en charge. Il y a des gens qui veulent financer de beaux projets. Et ça, c'est donc cet espace. Un espace qui a accompagné depuis sa création en 2017 10 start-up, dont 2 en phase de levée de fonds et qui comptent s'exporter en Afrique de l'Ouest. Un développement certain qui pourrait très bien se faire avec l'aide de la communauté algérienne établie à l'étranger. On voit bien souvent que des Algériens qui sont nés ici et qui ont suivi leurs études ici, dès l'instant où ils s'exportent, ils deviennent performants. Donc on voudrait bien créer une espèce de strate, de plateforme ici, pour pouvoir combiner tous ces efforts. Des efforts qui interviennent dans un contexte particulier. On se rend compte qu'avec justement ce contexte un petit peu particulier qu'on connaît aujourd'hui, et notamment la limite à l'importation et la réduction des dépenses publiques, l'État a pris conscience de l'importance de ce secteur stratégique qui est celui de l'innovation à travers les startups. Même si parfois on a tendance à critiquer ou à avoir une mauvaise vision, on a tout le soutien des pouvoirs publics aujourd'hui qui nous accompagnent dans cette tendance et on ne peut que s'en réjouir. Si on se pose sur ce qu'on appelle une échelle diachronique, tout simple, c'est vrai que le climat n'est pas très favorable actuellement. En revanche, l'Algérie, c'est pas 2019. L'Algérie, c'est un pays continent qui réagit à des inputs, on va dire, de l'échelle internationale. Donc on réagit à tout cela. Et puis quand on voit les potentialités de ce pays, qui sont énormes, on n'arrête pas de le dire, bah nous, ce qu'on fait à notre humble niveau, c'est d'essayer de les mettre en avant afin que l'Algérie actuelle rejoigne l'Algérie potentielle que l'on souhaite tous. Une Algérie qui recèle beaucoup de talents cachés que ces hubs d'entrepreneurs exceptionnels proposent de révéler en réunissant une quinzaine d'incubateurs et d'acteurs dans ce secteur pour créer le réseau algérien de l'incubation et de l'accélération de l'innovation ralliée qui devra bientôt voir le jour. D'exceptionnels entrepreneurs. On en a un sur le plateau, c'est notre premier invité, Moussa Moukadem. Bonjour. Bonjour madame, merci pour l'accueil. C'est marrant qu'on ait le même nom de famille. Hein. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. Oui. Vous êtes cofondateur de la start-up Visio.net. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? Visio.net, c'est une start-up spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques, tout ce qui est non métallique. D'accord. Oui. On a profité de la création du ministère délégué chargé de l'économie numérique et des start-up. Pour nous, c'était une nouvelle fenêtre qui a été ouverte. Oui. On a commencé par là. On a déposé notre demande de création de cette micro-entreprise, de start-up. L'idée, bon, comme vous savez, il y a des milliers de... Justement, comment vous adaptez en termes en concurrence? Beaucoup de start-up actives dans ce domaine-là. Voilà, il y a des milliers de micro-entreprises dans ce domaine, dans ce secteur, mais la différence entre la start-up Visio.net et les autres, c'est notre nouvelle stratégie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pour nous, on a voulu promouvoir le tri sélectif chez les citoyens. Ce qui est très important, parce que le problème commence des ménages. Bon. Notre stratégie s'appuie sur une nouvelle technique, c'est premièrement de déployer des moyens technologiques. Oui. Pour toucher le maximum de personnes, pour sensibiliser le maximum. Et d'autre côté, c'est de motiver les gens. On ne peut pas demander aux gens de nous apporter leurs déchets ménagères, le trier séparément, les emmener
dans nos stands sans les motiver ou sans... Il y a un gros travail sur le terrain à effectuer justement pour changer les mentalités. Voilà, c'est pour Il y a aussi une volonté politique qui doit accompagner tout ça en installant tout ce qu'il faut pour le tri sélectif. Non, on croit qu'on a utilisé tous les moyens nécessaires pour toucher le maximum de personnes. Le maximum de personnes, parce qu'il s'agit de l'implantation d'une culture. Le tri sélectif, c'est une culture, c'est une nouvelle. Bon, pour réussir, on a fait appel aux 3 opérateurs du mobile, parce qu'il s'agit de 30 millions de personnes, d'abonnés. C'est facile à toucher le maximum de personnes et c'est très facile de sensibiliser les gens dans un temps record. Ça, c'est bon. Parmi les techniques et les offres qu'on a préparées pour motiver les gens, pour adhérer à cette révolution environnementale. On s'y inscrit? Oui. Ça se passe comment après? Bon, le principe, c'est d'installer à travers tous les territoires nationaux un réseau de collecte. D'accord. En partenariat avec les APC, les communes. Ok. Bon, l'installation de ces sites se fait au niveau des quartiers. D'accord. On permet aux citoyens de trier séparément leurs déchets et l'emmener au stand. En échange pour motiver les gens, en échange, il y a, ça veut dire, notre produit phare, c'est des unités de communication. Et vous avez justement un premier projet pilote que vous allez effectuer en partenariat avec la mairie d'Alger Centre, avec M. Bétache. M. Bétache, il nous a donné son avis favorable. Je profite de cette occasion pour le remercier. Il a accepté de nous accompagner parce qu'il est séduit par le projet. Réussir à Alger Centre, c'est réussir en Algérie. Bah, ça commence de là. Voilà, ça commence de là. Peut-être pas en Algérie, mais ça commence de là. Ça commence parce que c'est un prototype. On a 48 wilayas. Voilà, 1541 APC, oui, c'est ça. Donc, l'objectif, c'est, le Visionnet, c'est création d'emplois, en premier lieu. Vu cette crise économique que traverse notre pays maintenant. Vous êtes à l'étape de lancement. Oui. Donc vous n'avez pas encore eu le temps de créer des emplois. C'est normal, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? On est 2 dans l'équipe. Les deux fondateurs. Voilà. Très bien. Et en termes de financement, vous avez sollicité un crédit bancaire ou vous êtes fait appel à de l'autofinancement? On a eu l'accord de principe de sponsoring, d'un sponsor de la part de nos partenaires. D'accord. Ils sont là, ils sont prêts pour sponsoriser. Bon, on va aussi bénéficier du fonds des startups qui a été créé par M. le Président de la République le 3 octobre. Oui. Et il y a plusieurs avantages. Ça veut dire oui, il y a aussi récemment le ministère délégué chargé de la connaissance de l'économie des startups qui a labellisé une première vague de startups, un peu moins de 50, 47 pour être plus précise. Est-ce que vous avez bénéficié? Vous faites partie des heureux élus ou vous comptez un jour? On est sur la liste. Vous êtes sur la liste? Oui, on est sur la liste. On n'est pas. D'ailleurs, dans le domaine de l'environnement, on était la première start-up qui a passé devant la commission créée par Madame la ministre. Oui. C'est une cellule d'écoute et d'orientation qui a été créée au sein du ministère de l'Environnement. On était la première start-up qui a passé. On a eu le feu vert. Bon, il y avait des réserves, bien sûr, dans le secteur. Mais très prochainement, dans quelques semaines, après le passage, après cette opération opération pilote à Alger Centre, c'est-à-dire dans 15-20 jours, on pourra démarrer notre projet, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah, on vous souhaite bon courage, bon vent. Alors, on a remarqué quand même qu'il y a une amélioration des conditions de création de start-up en Algérie depuis quelques mois. C'est en expansion. C'est même une des priorités du gouvernement. Sur le terrain, est-ce que ça se ressent? Est-ce que vous le ressentez? Écoutez, madame, on a eu à la rencontre avec M. le Président de la République, il avait son engagement, il nous a donné son engagement pour faciliter toutes les tâches. Chose qu'on a vécue sur le terrain. Oui. On a remarqué ce changement sur le terrain. Donc un écosystème favorable à Voilà, ça veut dire il y a un changement, un grand changement. Je profite de mon passage sur ce plateau pour lancer un appel à tous les porteurs d'idées, à tous les jeunes qui veulent créer leur start-up. Les choses sont changées. C'est le message à lancer, votre message. Oui, les choses sont changées, ont changé pour le mieux.
Ce n'est pas encore le tapis rouge pour les startups. Les choses se dessinent mais en matière de changement, il y a un grand changement. Oui. Il y a un changement. Après, ne pas confondre start-up et petite entreprise. Start-up, elle a une croissance de 5 à 10% par semaine. Donc voilà, Oui. on est dans l'innovation de semaine en semaine. C'est ça la définition propre d'une start-up. Beaucoup de gens confondent, c'est juste pour faire la différence. Bien sûr. Bon, start-up, non. Par exemple, si ça veut dire, je lance le chiffre de création d'emplois, dans 5 ans, on a l'objectif de créer 2000 emplois. Oui. Parce qu'une étude qui a été faite par les cadres du ministère de l'Environnement... 2000 emplois, c'est bien. Oui, 2000. Une étude qui a été faite par les cadres du ministère de l'Environnement démontre que ce secteur de recyclage peut absorber jusqu'à 100 000 emplois dans 5 ans. Ouais. Donc, c'est un secteur, malgré qu'il y a des gens qui sont actifs dans ce... Mais il est encore vierge. Oui. Il est encore vierge. Ah, écoutez, dès que vous atteindrez les 2000 emplois, vous serez là. On vous réinvitera pour venir nous parler de votre croissance. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, justement, je rappelle que vous êtes Moussa Moukhaddem, cofondateur de la start-up Visio.net. Donc, pour s'y inscrire, c'est payant ou pas payant? Non, c'est pas payant. C'est gratuit. C'est gratuit. Très bien. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre glorieuse expérience avec nous. On vous souhaite bon vent et bon courage pour la suite. On passe à présent à la découverte des beaux paysages de l'Algérie. Nous allons cette fois à travers une virée du côté de Blida, de l'Atlas blidéen pour être plus précise. Vous allez voir sur place se niche un magnifique lac, le lac de Daya, qui fait la fierté de la région. Séance découverte avec Siham Kenouch. Merci madame. Tantôt sous le soleil, tantôt sous le brouillard, le lac Daya ne cesse de scintiller. L'endroit est apaisant et tranquille. Nous sommes à plus de 1500 mètres d'altitude. En cette période de l'année, le lac est complètement gelé. Dans la région de Tamsghida, la nature est luxuriante. Pour les experts, elle est d'une grande biodiversité. La forêt de Temesghida, c'est une extension du parc national Shria. Elle se situe sur une altitude de 1534 mètres avec une superficie de 318 hectares. Le tapis végétal de la forêt de Temesghida constitue essentiellement par 3 espèces. On trouve le chêne liège, le chêne vert et le chêne zen. La forêt de Temesghida, elle est riche en espèces, faunistiques et floristiques. On cite 794 espèces végétales et 612 espèces animales. On peut citer le renard, le chacal, le porc-épic, la genette, les lianes rayées, la grenouille verte. Les espèces végétales, on peut citer le chêne liège, le chêne zen, le chêne vert et les plantes médicinales et aromatiques. Le lac de Daya est un lac naturel. Il s'étend sur 2 hectares. Il constitue une destination de choix pour plusieurs familles de la région, notamment les week-ends ou pendant les vacances scolaires. Le lieu est à visiter, mais on doit le conserver. On ne doit pas laisser les déchets sur les lieux. Donc, on doit garder les lieux propres. De l'air frais, de la neige, une nature qui nous apaise et qu'on doit à tout prix préserver et respecter. Et on accueille Meriem Oussaïd qui vient d'arriver. Bonjour. Bonjour Meriem. Bonjour. Alors, vous avez fait très vite. Oui. Vous avez ramené ça d'à côté? Oui, juste là. D'accord. J'étais juste dans le petit jardin qui est à côté. Non, c'est pas vrai. On passe à la rubrique coin vert. Mais avant, petite respiration. On passe à Yassine Aït Hamouda qui nous attend sur Skype. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tout le monde. Ouais, très bien. Je pourrais être que bien, là, juste en face de cette beauté, donc ça va. C'est magnifique. Alors, Yassine Aït Hamouda, vous êtes propriétaire d'un gîte. Vous allez nous parler de ce monde de l'accueil et du partage qui est en vogue d'ailleurs depuis plusieurs années. C'est un gîte rural
Donc nous l'avons conçu, nous l'avons réalisé il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi. On est situé juste en face la main du juif là, donc ce qu'on appelle ça le tat, qui veut dire le nom ancestral, c'est l'auriculaire. Donc le concept, carrément, c'est un concept qui rentre dans le tourisme de montagne, dans le tourisme rural aussi. Donc voilà. Pour rappel, votre gîte se situe au centre du parc national du Durdura. Oui, là on est juste à côté du parc national du Durdura. Donc là d'ailleurs, donc nous avons carrément une vue assez panoramique. Nous avons carrément sur ce côté, sur ce versant nord, nous avons la forêt. Sur ce versant-là, nous avons toute la chaîne du parc national du Durdura et on est à 1300 mètres d'altitude. Et nous avons pratiquement, nous avons toutes sortes de prestations, de la restauration, de l'hébergement et tous les programmes de montagne, les randonnées, les visites guidées. Voilà, et on est à la disposition de ceux qui aiment la nature et ceux qui aiment bien venir et se décompresser. On est partante, on arrive tout de suite. Hein. Alors, en termes de services que vous offrez au sein de votre habitation, je pense que c'est complet, c'est comme on dit all inclusive, c'est ça? Oui, on travaille que sur réservation et on le fait beaucoup plus pour être très sélectif parce que là nous recevons beaucoup plus les gens qui souhaiteraient vraiment rentrer dans le concept, découvrir la région, découvrir la culture, découvrir la restauration enfin les différents plats traditionnels de la région. Donc on touche un peu à tout, on touche aussi, donc on encourage aussi les jeunes artisans, promouvoir leurs produits. En tous les cas on est là comme une sorte de rampe de lancement et de relance du tourisme de montagne. D'accord. Alors, on est très curieux. Hein. Combien de mètres carrés? On a 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés, c'est énorme, c'est génial. Alors, on parle de gîte, on parle de tourisme vert éco-responsable. Est-ce que c'est le cas chez vous? Nous imaginons qu'avec la pandémie, bien, votre activité a été compromise comme plein d'autres. Mais est-ce qu'avant, la demande était bien là? La demande a été bien là. Donc nous avons pu gérer. Bon, bien sûr, au départ, on ne savait pas ce que c'est. On ne comprenait pas trop la pandémie, comment l'était. Donc là, on était obligé pratiquement d'être un peu confinés comme tout le monde. Sauf que nous, on était confinés carrément confinés en plein nature. Donc là, il y a de la demande, mais on est très strict en matière de protection et surtout de protection sanitaire. Voilà, donc on exige un petit peu, on a réduit le nombre de personnes qu'on reçoit. Déjà là maintenant, c'est les vacances, bientôt les vacances d'une semaine pour les enfants. Donc nous avons programmé carrément des programmes de randonnée avec les enfants et avec leurs parents. C'est un nouveau concept aussi. Et puis pour sensibiliser aussi les enfants par rapport à l'environnement aussi, parce que là on parle de leur avenir, donc il faudrait bien leur nettoyer un petit peu la surface. Ce qu'on leur laissera, il faudrait qu'on leur laisse une terre plutôt propre. Exact. Alors, déjà, je pense que c'est une question qu'on se pose tous, les tarifs. Quels sont vos tarifs? On propose des packs. On propose que des packs. Les tarifs, quand vous avez un pack c'est la pension complète avec avec l'hébergement dans des maisons d'hôtes, avec toutes les qui ont visité parce que nous avons 3 maisons d'hôtes au niveau de Beniani. Voilà. Donc une ou deux au niveau de Beniani, une au niveau de Tassas. C'est qu'on essaye de créer des maisons d'hôtes un peu partout. Comme ça, quand on reçoit les gens, donc on leur fait découvrir les différentes régions, pratiquement les différentes régions de la Kabylie, voilà. Alors les tarifs, c'est des packs de 6 produits, l'hébergement, le dîner, le petit déjeuner, le déjeuner, l'eau goûter, la randonnée, la visite guidée. Ça part de 7500 jusqu'à 9500 par personne. D'accord, 4500. De 7500 jusqu'à 9500. Tout dépend pratiquement du pack choisi par l'hôte. Combien de jours? Un jour et une nuitée avec tous les, la pension complète. Non, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Pour changer d'environnement totalement. Ouais. Merci beaucoup, Yassine Aït Hamouda. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, vous nous avez vendu du rêve, ça, je peux vous le dire à la régie. On ne cesse de me le dire. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. On revient juste après cette petite musique, respiration musicale.
On passe à la rubrique Coin vert avec Maïa Moussaïd. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Rebonjour. Rebonjour. Une entrée de star tout à l'heure avec vos stars, les langues de belle-mère. J'ai pas pu résister. Dès que j'ai vu, c'était l'appel de la montagne. Vous aviez raison, vous aviez raison. Oui. Ça vous a inspiré ce gîte, vous êtes enflammé. Oui. Franchement, oui, c'est vraiment un endroit où j'aimerais aller et surtout qu'il y en ait encore beaucoup plus sur le territoire national. Ouais, des fois, on a génial. envie de changer d'air ici, chez nous. Oui. On a de très beaux paysages et justement, on n'a pas où loger, on n'a pas où partir. C'est ça. C'est ce qui est sympa, c'est tout le parc donc, qui l'offre. J'imagine que même la nourriture, ça doit être de la nourriture traditionnelle, plat traditionnel, du local, du bon air et de la randonnée. Il faut avoir les mollets, on va dire. L'estomac aussi. Hein. Oui. L'estomac. J'ai mangé du bouc il y a quelques mois à Tizi Ouzou. C'était du lourd. Ah oui. C'était très bon, mais c'était du lourd. C'est très bon, oui. Il faut avoir l'estomac qui va avec. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous parler des langues de belle-mère. Sans être mauvaise langue, on parle bien de plantes, n'est-ce pas, Marie? Ah oui, on parle qu'on soit bien d'accord. Ah oui. Qu'il n'y ait pas de... Très bien. C'est uniquement de plantes qu'on parle aujourd'hui. D'accord, très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'on a deux variétés. Est-ce que c'est la même plante à différents niveaux de croissance ou c'est deux plantes différentes? Alors là, c'est deux plantes différentes, effectivement, de la même famille, donc les Sansevieria. Et là, donc, nous avons une variété ordinaire que l'on retrouve le plus souvent. Et celle-ci, par contre, c'est une Sansevieria, une langue de belle-mère naine. Donc il y a plusieurs variétés, donc c'est à vous de voir. Hein. Tout dépend de ce qu'on voudra en faire. D'accord, voilà. De loin, je préfère celle qui est lancée. Oui, même celle-là, elle est mignonne quand on la met dans des petits pots. C'est aussi joli. Par contre, elle, on pourra la mettre par exemple sur des tables basses ou dans au centre d'une table. Elle peut atteindre jusqu'à quelle hauteur? Elle peut arriver à quelle hauteur? Alors, donc celle-ci peut atteindre jusqu'à 1,20 m de haut. Okay. Voilà, donc tout dépendra. Oui, là c'est bébé langue de belle-mère. Bébé langue de belle-mère. Et elle, par contre, c'est des petites naines. Pourquoi j'en parle aujourd'hui, Nour? Parce que pour la simple et bonne raison, c'est la meilleure amie des débutants. Donc, les gens qui aiment les plantes et qui s'y connaissent pas et qui ont envie d'en avoir à la maison, c'est vraiment la plante qu'on va choisir pour se faire la main. D'accord, voilà, tout simplement. Ce sont donc les langues de belle-mère sont inratables, hein, à ce qui paraît, c'est une plante que l'on ne peut pas tuer. C'est vrai, effectivement. Voilà. Elle a cette réputation. Et elle ne demande pas beaucoup d'entretien. Pas beaucoup, vraiment très peu d'entretien. C'est pour ça que je te disais, Nour, que c'est la plante avec laquelle on va commencer. Parce que tout simplement, elle n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Elle n'a pas vraiment d'ennemis, on va dire, féroces qui va venir la grignoter. Donc, elle est assez costaud. Elle est robuste donc d'elle-même. La tige est coriace. Elle a une espèce de cire au-dessus. Donc, c'est vraiment une plante qui n'attirera pas ni les insectes, ni les cochenilles, ni absolument rien. Elle demandera un peu de lumière, mais pas tant que ça quand même. Hein. Même si on a un espace qui n'est pas très lumineux, on pourra quand même la mettre là-bas et elle pourra y vivre tranquillement. D'accord. Voilà. Et en termes d'arrosage? Alors en termes d'arrosage, on pourra l'arroser une fois par semaine, tout dépendra de la température de la maison ou alors si même sur le balcon, puisque on dit que c'est une plante d'intérieur, mais en fait on peut la mettre à l'extérieur. Exactement, aussi. En extérieur ou en intérieur, donc il n'y a pas de souci. Elle s'adapte à pratiquement dans tous les les jardins aussi. Hein. Oui, même dans les jardins. D'ailleurs, on en trouve chez nos confrères à la Radio Nationale, il y en a beaucoup. À l'extérieur? Oui, à l'extérieur, il y en a beaucoup. Même à l'intérieur, il y en a. Alors, on salue tous nos confrères de la Radio Nationale. Donc voilà, c'est une plante très tenace. Donc qu'on peut pas, c'est ce qu'on dit, on ne peut pas la tuer, même avec beaucoup d'efforts, elle est tenace. Elle résistera, exactement, elle résistera pendant, on va dire, un mois et demi jusqu'à 2 mois sans arrosage. Bon, c'est clair qu'elle va flétrir un petit peu, mais en fait, le cœur restera toujours vivant et on pourra la récupérer à n'importe quel moment. D'accord, alors elle doit son surnom de langue de belle-mère à la texture coriace, on l'a dit, de ses longues feuilles élancées. Et à ce qui paraît, eh bien, elle partage ce surnom avec d'autres plantes d'intérieur aussi. Oui. Il y a beaucoup de plantes d'intérieur exactement. À qui on donne des surnoms. Oui, on donne plein de surnoms à pratiquement toutes les plantes. Comme par exemple pour celle-ci, ça s'appelle le nid d'oiseau. Donc Sansevieria, mais nid d'oiseau à cause de sa petite forme comme ça, en petit nid. Alors non, aujourd'hui je vais vous montrer comment on multiplie cette plante. Oui. Parce qu'il y a différentes manières à multiplier, donc j'ai ramené ce qu'il fallait. Bon, le petit ciseau bien entendu, parce qu'étant donné que c'est une plante qui est assez, c'est vrai qu'on dit coriace, mais qu'on peut couper facilement, donc pas obligatoirement avoir un sécateur ou du matériel de professionnel, c'est pas la peine, donc on se contentera d'un petit ciseau. Un bon terreau. Voilà, un bon terreau. Par contre, un bon terreau, parce que pour faire démarrer une plante, surtout si elle n'a pas de racines, on est obligé de lui mettre une terre qui va la nourrir, une terre riche, de façon à ce qu'elle puisse faire ses petites racines tranquillement. Donc, alors, nous avons le terreau, donc on choisira un bon terreau de bonne qualité, un récipient, bien entendu. Alors, de préférence, il faut qu'il y ait les trous au fond du pot, de pour façon qu'elle puisse respirer. Exactement, pour le drainage. Et là, donc, non, je vais te montrer celle-ci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier
par rhizome. Donc le rhizome, c'est ça, ces espèces de petites extensions. Donc elle avance, elle fait sortir un autre petit rejet, et le petit rejet fait des petites racines. Après, ce qu'on aura à faire, on aura juste besoin de venir juste couper comme ça. Et là, on a des plantes. J'ai mal pour elle, mais bon. Non, mais ça va, t'inquiète pas. Elle est tenace. Voilà. Donc là, on en a une, deux et trois. Là, donc là, on peut en lancer trois nouveaux pots, ou trois nouvelles, trois nouvelles plantes. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on va essayer encore de séparer. Donc voilà. Donc on a nos trois. Génial. Celles-ci n'ont pas besoin de pratiquement pas beaucoup de. On peut directement la mettre en terre. En parlant de celles-ci. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà leurs racines, elles sont déjà prêtes à démarrer tranquillement parce qu'elles ont tout ce qu'il faut. Ok. Voilà. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on va les mettre dans le terreau, on va le faire tout à l'heure. Ok. Par contre, pour celle-ci, alors est-ce que tu vois une anomalie? Dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a des plantes qui pendent. D'accord. Il y a certaines feuilles qui pendent. Exactement. Donc la règle, Nour, c'est que on doit avoir la hauteur de la plante qui est la même que la hauteur du pot. Donc là, étant donné qu'elle n'a pas beaucoup d'espace pour ses racines et pour s'accrocher, elle n'ira pas plus loin que ça. Exactement, elle n'ira pas plus loin que ça et les tiges seront beaucoup plus fragiles, beaucoup plus faibles et elle ne réussira pas à se maintenir. Donc ce qu'il faudra, ce pot-là, donc ça fait quelques années qu'il est là, on va dire, ça fait à peu près 2 ans, je l'ai laissé volontairement. Donc elles étaient toutes petites, ça allait et tout. Bon, j'ai essayé de maintenir un petit peu, mais non, ça ne le fait pas parce que tout simplement le contenant n'est pas adéquat. Donc il va falloir au moins un contenant qui fasse au moins le double de cette profondeur. Vous allez la soulager aujourd'hui, Bah oui, ce soir je vais m'occuper, je vais l'amener à la maison. 2 ans qu'elle attend. Oui, 2 ans, mais elles étaient toutes petites. Par contre, ce qu'il y a, c'est que la croissance est assez, on va dire, c'est pas une croissance rapide pour les langues de belle-mère. Donc il faut être patient. Faut pas s'imaginer qu'en 2 ans elles vont doubler ou tripler de volume. Et ce qu'il faudra, c'est bon, comme je vous ai dit, l'arrosage, la lumière. Bon là, le nombre de plantes pour la superficie, c'est bon, c'est la profondeur qui ne va pas. Donc aussi changer la terre, lui donner de la terre un peu plus riche, bien entendu. Fraîche, oui. Voilà, de façon à ce qu'elle puisse avoir des... Et puis l'attacher aussi, qu'elle puisse pousser oui, correctement. Exactement. Pour le démarrage, on la laisse, mais du moment où le pot est adéquat pour elle, après elle continuera à, on va dire, à grandir et à se maintenir comme une grande. Naturellement, comme une grande. Voilà. Alors, pour l'entretien, donc pas beaucoup d'eau, l'arroser éventuellement une fois par semaine. Oui. La lumière, pas une forte exposition non plus. Est-ce qu'un excès de lumière de soleil la tuerait? Alors, par contre, la lumière du soleil ne la dérange absolument pas. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va influer sur la couleur de la tige. Donc, plus il y aura... Exactement. Ah, c'est pour ça que j'en vois des jaunes et verts. Tout à fait. Tout dépendra de la disposition par rapport au soleil. Donc, moins elle aura de lumière, et plus elle sera vert foncé, et plus elle sera exposée à la lumière, et plus la couleur deviendra un peu plus pâle. D'accord. Donc, voilà. à celles et ceux qui n'arrivent pas à garder une plante en vie, leur plante d'intérieur, je pense que celle-ci est pour vous. Et puis c'est un beau cadeau. Allez, une lampe de belle-mère. Ouais, c'est cool. Allez-y, on passe à la pratique. Alors on va passer à la pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petit terreau. Bon, pour celle que j'ai séparé le rhizome, elle, on va la mettre dans une terre ordinaire. Oui. Là, je vais te montrer, on va voir comment qu'on peut multiplier la plante. Si par exemple, comme par exemple celle-ci, je ne pourrais pas la multiplier parce qu'en fait, c'est un seul bouquet. Donc il n'y a pas de petit rejet. Elle n'a pas fait de rejet, donc c'est pas une plante mère. Par contre, elle, c'est la plante mère. Quand elle fait un rejet, c'est qu'il y a plusieurs bouquets après. Exactement, exactement. Là, on aura juste à récupérer le bouquet tranquillement. Par contre, ce qu'on fera, c'est que si par exemple celle-là, on veut la multiplier, alors, ce qu'on va faire, on va prendre notre petit ciseau. Bon, allez, je vais sacrifier celle-là, donc celle qui pendouille un petit peu. On va couper. Aïe. Voilà. Et on va faire on va couper des petits tronçons. Oui. Comme ça. Voilà. Et en fait, ces petits tronçons, on aura juste à garder toujours le même sens. Il ne faut pas se tromper au niveau du sens, ne pas lui mettre la tête à l'envers parce que ça risque pas de prendre. Donc, gardez toujours le même sens et on va uniquement les poser comme ça, dans le terreau. Et on va avoir 4 bouquets différents? On va avoir 4 bouquets différents. Ah, d'ici combien d'années, j'ai envie de dire? Non, pas combien d'années, il n'y a pas de souci. Elle va reprendre assez facilement. Donc ça va prendre, on va dire, à peu près un mois et demi. Déjà, elle aura fait ses petites racines. Et on va dire, au bout de 6 mois, on aura des bouquets qui vont commencer à sortir. Et voilà. Donc à partir d'une seule, on peut en avoir plusieurs. Et là, j'ai coupé grand. On peut même couper encore plus petit. Si on veut être vraiment... Et l'implanter totalement dans l'implanter totalement, la mettre bien entendu là pour le démarrage, il faudrait la mettre en plein, on va dire beaucoup de lumière. Hein. Au démarrage, un peu d'eau quand même. Oui, bien sûr, bien entendu. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir arroser. Et ce qu'il faudra faire, parce que étant donné qu'elle n'a pas encore de racines, donc ça va être peut-être un peu difficile pour se maintenir. Voilà, on va toujours venir un petit peu, d'abord, tasser la terre, toujours au pied de la plante, de cette manière-là. Oui. Voilà. Et moi, étant donné que j'aime bien les pierres,
Donc ce qu'on va venir faire, ça va aider un petit peu. On va en mettre quelques-unes. Ça va faire de la déco. Et en même temps, ça va la maintenir comme ça. Quand on arrosera à chaque fois, ça ne va pas partir dans tous les sens. Voilà, on l'aide un petit peu. Qu'elle puisse s'enraciner tout d'abord. Exactement. Voilà. Et bien entendu, l'arrosage, on arrosera tranquillement, ne pas venir arroser avec un arrosoir à bec, ou alors un brumisateur, ou alors on ira délicatement. Donc, très bien. Alors, voilà donc ça, c'était pour la plante, la grande langue de belle-mère, et celle-là, c'est la laine. En fait, c'est la même, pour la laine. Même principe. Donc, du moment où celle-ci, comme je vous ai dit, on a les racines, donc on va mettre tout simplement les racines, mais on peut aussi la multiplier de la même manière que celle-ci. Donc, on va récupérer, donc celle-ci, elle est vraiment trop abîmée, par exemple comme celle-là. Oui. On va toujours essayer d'éliminer les feuilles qui sont un petit peu abîmées parce que celle-ci ne grandira pas plus. Du moment où elle perd le petit pic qu'elle a au-dessus, elle ne continuera pas à grandir. J'allais vous demander, est-ce que quand on a un pic qui meurt, qui est en train de... Oui, ça veut dire que toute la feuille va dépérir. On peut couper? Oui, on va couper, on peut le rafraîchir facilement. Alors, ce qu'on a fait, alors on coupe et on récupérera ça. On enlèvera bien entendu le sommet et on fera la même chose avec celle-ci pour avoir de nouveaux plants. Est-ce que ces deux langues de belle-mère peuvent cohabiter? Oui, elles peuvent cohabiter. Dans le même pot? Oui, bien entendu. Donc, tout simplement trouver le pot adéquat, oui, donc plutôt jardinière. Voilà, plutôt jardinière, donc où on pourra maintenir les deux. Et c'est une plante qui est très décorative à cause de sa forme, à cause aussi du fait que la couleur aussi. Il faut savoir qu'il y a, je ne sais pas si on peut le voir à l'antenne, il y a énormément de variétés de langues de belle-mère. Donc, on a des panachés, il y a certains qui ont une espèce de petite bordure jaune, il y en a qui sont légèrement mouchetées. Donc, tout ça, ce qu'on fera, c'est que ça rentre dans les nouveaux décors d'intérieur, étant donné que maintenant, c'est plutôt les décors un petit peu, on va dire, où tout est net, où il n'y a pas trop de meubles et tout. Donc, ça sera vraiment la plante idéale qui viendra comme ça donner une touche de couleur. Et surtout, c'est surtout au niveau de la forme. Très bien. Alors, elles sont en tout cas, en plus d'être tenaces, elles sont bien pointues, ces langues de belle-mère. Oui. Je tiens à préciser à nos téléspectateurs que nous parlons de plantes et seulement de plantes. Oui. On a vu des images qui passaient à l'antenne, donc je ne sais pas si on peut la revoir, d'une petite... Voilà. C'est très joli, c'est joli, hein, c'est discret et joli. C'est très joli, comme je l'ai dit, c'est très décoratif, ça apporte de la couleur, ça apporte aussi une espèce de touche de modernité, puisque je vous ai dit donc que ces dernières années, c'est vraiment la plante tendance. On la trouve partout? Oui. Tous les climats s'y prêtent? Tous les climats s'y prêtent. Donc, c'est vraiment la plante qui... plus aride. Oui. Et pendant très longtemps, il faut dire que c'était les plantes de nos grands-mères. Quand on allait dans les maisons, la plupart du temps, on les trouvait dans des pots et tout. Maintenant, quand même, c'est revenu, on va dire, pas à la mode, mais elles ont repris un petit peu... Moi, je faisais autre chose chez ma grand-mère. Tu faisais quoi, vas-y? Les confessions intimes, c'est pas ici. Voilà. On a tous fait des bêtises chez nos grands-mères. Alors, en termes d'engrais, qu'est-ce que vous nous proposez? Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un bon terreau. Oui. Mais on le trouve partout, le bon terreau? Oui, alors dans pratiquement toutes les pépinières, vous trouverez ça en pépinière, ou même si vous êtes au centre d'Alger, que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous trouverez ça chez les fleuristes. Donc ça se vend au poids, donc on peut acheter un petit sachet d'1 kilo, 2 kilos, tout dépendra de ce qu'on a envie de faire. Mais on le retrouvera partout et pratiquement, généralement, tous les terreaux sont bons. Surtout pour les langues de belle-mère, il ne faut pas un terreau exceptionnel, comme je l'ai dit, puisqu'étant donné qu'elle n'a pas beaucoup de besoins, comparé à, par exemple, si on veut planter des rosiers ou on veut planter autre chose, là, on ira vers des terreaux de professionnels et de préférence de se rendre dans des pépinières. D'accord. Voilà. Alors, Mali Moussaïd, vous qui êtes férue de plantes et de verdure et d'environnement, de nature tout court, j'aimerais vous demander, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut planter toute l'année? Oui, alors c'est une plante qu'on peut planter toute l'année. Et en fait, ce qu'il faut savoir, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de science exacte au niveau des plantes. C'est vrai qu'on va devoir suivre certains moments où on doit planter ci, ou on doit planter cela, mais ce qu'il y a, c'est que quand même notre position géographique fait que nous avons un climat favorable et qu'on peut se lancer pratiquement toute l'année. On peut toujours essayer. Il n'y a pas de règle précise. Il ne faut pas attendre, si on dit mars, il ne faut pas attendre mars. On peut essayer au mois de février, on peut essayer au mois de janvier. Si ça marche, c'est super. Si ça ne marche pas, on réessayera. Mais généralement, on peut faire ça toute l'année, surtout pour cette plante-là. Dès que tu la verras qu'elle est à l'étroit ou qu'elle commence comme ça un petit peu à avoir à être un petit peu mal, il faut rempoter à n'importe quel moment. Bien entendu, de préférence faire ça, on va dire, dans un endroit où il n'y a pas de vent et tout ce qui s'ensuit, et le faire rapidement par contre. Non, il ne faudra pas laisser la plante comme ça, ses racines à l'air pendant longtemps, pendant quelques jours. De préférence, dès qu'on la dépote,
on coupe le rhizome, on la remettra, surtout quand elle a ses racines, la remettre le plus rapidement en terre et arroser généreusement plutôt au départ. Donc beaucoup d'eau pour commencer. Une fois que vous la voyez qu'elle commence à bien prendre, après là on espacera les arrosages. C'est une question d'entretien. Exactement. Alors pour l'arrosage, tout simplement, on touche le terreau, donc dès que c'est sec, là on arrose. C'est pas plus que ça. Avec le doigt. Voilà. Très très bien. Merci Mariam. Merci avec nous. Alors vous avez l'air passionnée de jardinage. Oui. Alors cette passion ne vous est pas venue pendant la période de confinement? Non. Parce que beaucoup de gens se sont découverts des passions, des lobbies, hein, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et pendant le confinement, Covid oblige. Hein. Bah oui, c'est vrai que beaucoup de gens se sont mis au jardinage pendant le Covid. Il faut savoir que ça a des bienfaits sur le corps, sur l'esprit. Ça détend tous les matins, regarder la plante, comment elle évolue. Et oui, qu'on le veuille ou non, on peut pas se détacher de la nature. Et on vous sensibilisera jamais assez aux gestes barrières pour vous prémunir contre le Covid. On vous laisse regarder ce spot et on revient juste après. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Et on revient à notre atelier jardinage, une rubrique qui s'est transformée en atelier avec vous, Mariam Moussaïd. Je ne peux pas résister. Ah, vous êtes à fond dedans. Oui. Alors, j'ai remarqué votre petite attelle. J'espère que ce ne sont pas les langues de belle-mère qui vous ont attaqué. Non. Non. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un overboard qui m'a attaqué. Oh, ouais. Vous êtes déplacé en overboard? Non, j'ai essayé de faire de l'overboard et voilà, je me suis ramassée. Ah bah ça vous apprendra à piquer les jouets de vos enfants. Eh oui, j'ai cru que j'avais encore 10 ans, mais bon, finalement, non. Alors, on va revenir à ces langues de belle-mère. Je pense qu'on peut en offrir. J'en fais la preuve ultime. Voilà, donc ce qui est sympa, c'est quand on a des plantes, après on peut distribuer, c'est ça, c'est vraiment le plaisir. Comme si on n'en avait jamais assez. Exactement, donc j'en fais toujours plein. C'est vrai que j'aime bien faire ça, j'aime bien multiplier tout, que ce soit des plantes d'intérieur ou d'extérieur, et après donner, offrir tout simplement, parce que ça donne, ça fait plaisir d'abord, et en même temps, bon, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Et en même temps, une plante, c'est toujours sympathique d'offrir une plante. Je pense que c'est vrai que les bouquets, c'est joli, mais bon, ça reste éphémère. Oui, c'est Par contre, une plante, oui, ça restera plus longtemps. C'est un bon cadeau. Oui.
Ah, c'est un super beau cadeau. Généralement, c'est ça mes cadeaux. Ne m'embête pas. C'est vrai. Ouais. J'aimerais bien voir votre chez vous. Ça doit être une pépinière. Oui. Beaucoup de plantes. Il y a beaucoup de plantes. J'ai compté ça. J'ai 90 pots. 90 pots. 90 pots de fleurs. De toute taille. Oui, toute taille. Des petits cactus jusqu'au fœcus. Voilà. Du coup, on doit reconnaître votre balcon de très loin. Ouais. Très bien. En fait, c'est les abeilles qui aiment venir chez moi parce que je laisse. C'est bien. Oui, j'aime bien laisser comme on dit, les plantes qui ne sont pas utiles, mais moi je les laisse en fait. Donc l'abeille, il faut rappeler que l'abeille a un rôle très important dans la pollinisation. Sans abeille, on n'a aucun fruit, aucun légume. Hein. Ouais, ça, faut le savoir. Absolument. Et justement, à l'occasion de dénoncer certains commerçants, notamment certains pâtissiers qui ont des appareils, des appareils qui vont brûler, tuer les abeilles à leur entrée. C'est terrible, c'est terrible. Donc moi, dans mon quartier, il y en a quelques-uns qui font ça. Bon, ils disent qu'ils sont obligés de faire ça. Mais en fait, eux, ils visent les Mais mouches. Il doit y avoir une réglementation. On attend justement des pouvoirs publics qu'il y ait une réglementation à ce niveau-là. D'interdire. C'est des centaines et des centaines d'abeilles qui sont comme ça grillées. C'est affreux. C'est affreux. Franchement, ça fait mal au cœur. D'accord. Donc voilà. Écoutez, on espère que ça changera. Marie Moussaïed, merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette belle présentation. En tout cas, les langues de belle-mère vous vont à ravir. Elles vous réussissent. On vous le dit souvent. Oui, elle me dit souvent. Et surtout, je passe le grand bonjour à ma belle-mère qui adore. De même. Merci. Nous arrivons à la fin de ce numéro sponsorisé par Coral Peinture. Merci à nos invités, à nos rubricaires et à vous nous avoir suivis, à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette émission. Excellente journée à vous avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Très bonne journée, portez-vous bien, à demain. Voilà, je suis contente. T'es cool.